Tu me conseilles de désactiver la vidéo ou Ça y pas? est, c'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Pardon pour ce petit incident technique. Donc, nous allons pouvoir commencer tout de suite ce nouvel atelier démo. On accueille Tanguy Le Nouvel de Micropole qui va nous présenter un cas d'usage de data science et d'intelligence artificielle sur la manière de construire des scores chirurgicaux et de les industrialiser en un temps record. Donc, Tanguy, c'est à toi. Ok, merci Serge. Ah Donc oui, juste bonjour un à petit tous. élément, on va finir, on va garder le temps, on se garde 5-10 minutes de questions vers la fin, et donc on Ok, terminera vers 10h50 et pas 10h45 pour garder le temps. Merci. ok, ok. Donc je me fais quand même piquer 4 minutes, mais c'est pas grave, on va essayer de concentrer. Donc bonjour à tous. Voilà, effectivement, comme Serge l'a dit, je vais vous parler de Scoring IA, une solution logicielle qu'on a développée chez Micropole. Alors avant de partager avec vous l'ordre du jour, je me présente rapidement. Moi, je suis Tanguy Le Nouvel, je suis directeur data science chez Micropole Paris et je donne également des cours à l'IUT de Vannes, des cours de data mining et de data science. Et je participe à la chaire data et connaissances clients de l'Université de Bretagne Sud. Voilà, donc ce que je vous propose lors de cet atelier, c'est de vous faire une rapide présentation de Micropole. Ensuite, d'introduire la notion de scoring. Peut-être que parmi vous, certains ne sont pas complètement au fait de ce dont il s'agit. Je partagerai également avec vous la vision que j'ai un petit peu de ce qui se pratique aujourd'hui. Dans un troisième temps, je ferai une introduction à Scoring IA et je vous ferai une démo en direct de comment est-ce qu'on construit un score avec cette solution-là. Et comment est-ce qu'on industrialise? Parce que c'est aussi un des enjeux importants de notre métier, c'est d'être capable de passer en production rapidement ce que l'on obtient en phase d'étude. Je partagerai avec vous les aspects techniques et puis on terminera par des questions-réponses. J'espère que vous m'entendez bien. C'est un peu particulier ce genre de présentation en distanciel, mais a priori, on n'a pas le choix. Donc voilà, je vous propose de démarrer par la présentation de Micropole. Donc Micropole, c'est une société française, c'est une ESN qui existe depuis plus de 30 ans, qui compte près de 1300 consultants, dont la majorité se trouve en France. On est présent en France dans plusieurs agences, avec une majorité de consultants, bien sûr, sur Paris. Et puis, on a 3 agences dans l'Ouest, entre autres, à Nantes, Rennes et Niort. Voilà, donc on est spécialisé sur tout ce qui touche à la data et notamment tout ce qui vise à transformer la data en intelligence et dans le pilotage de la performance. On a une agence digitale qui accompagne nos clients pour la performance digitale des marques et puis on a un cabinet de conseil, bien entendu, une académie pour vous proposer des formations aux différents outils ou approches que vous pourriez être amené à mettre en œuvre. On intervient sur toute la chaîne de la valeur de la data, à la fois sur les aspects conseil métier et puis sur tout ce qui va être conseil SI, mise en œuvre des architectures data dans vos organismes et tout ce qui va être valorisation, affinage des données pour vous permettre de prendre de meilleures décisions, quel que soit le métier concerné. Au niveau de la partie data science et IA chez Micropole, on compte un peu plus de 100 experts. On a différents profils, bien entendu, des data scientists, des data analysts, on a des statisticiens, des data engineers, des ML engineers. On fait des projets de data science depuis plus de 10 ans, donc on a un certain nombre de références significatives sur ces sujets-là. Et on intervient de différentes manières, en conseil, expertise, en délégation, et on développe aussi ponctuellement des solutions logicielles ou des algorithmes sur mesure lorsqu'on estime que les algorithmes existants ne permettent pas d'atteindre les performances qui nous semblent accessibles. On a des expertises ensuite métiers reconnus sur la connaissance client, sur la lutte contre la fraude, sur tout ce qui est optimisation du risque, sur la maintenance prédictive, etc. On est relativement agnostique en termes de
de solutions logicielles ou de langage. Hein. Bien entendu, on est partenaire avec les principaux acteurs du marché et on travaille ensuite beaucoup avec Python, R ou Spark. Voilà, nos enjeux, nous, c'est de permettre à nos clients de concentrer leurs efforts sur des cibles qui soient mieux identifiées, mieux qualifiées, peut-être mieux taillées aussi en termes de volume, et de leur donner les moyens de disposer d'informations qui soient pertinentes au bon moment, éventuellement en temps réel, dans le bon environnement, pour leur permettre d'interagir avec l'ensemble de leurs outils et des autres informations qui font qu'ils vont pouvoir être beaucoup plus pertinents en situation opérationnelle. Tout ce qu'il est possible d'automatiser, on l'automatise. Et puis, bien entendu, on garde à l'esprit l'idée de systématiquement évaluer la pertinence des actions qui sont mises en œuvre sur la base des informations stratégiques qui sont diffusées. Tout ça visant à identifier éventuellement des dérives dans la performance des actions au cours du temps afin d'adapter, décider de refaire un modèle ou de le mettre à jour. Voilà, je vous propose de parler de scoring maintenant. Donc, le scoring, en fait, ça consiste en la modélisation d'un événement binaire. Donc, typiquement, déjà, on va commencer par expliquer ce qu'est un score. Un score, ça revient à donner une note à un individu. Cet individu, ça peut être un client, ça peut être un dossier, ça peut être un patient. Et la note donc est bornée sur une échelle de 0 à 1 ou sur une échelle de 0 à 100. Reflète la probabilité de survenance d'un événement particulier. C'est cet événement-là qui nous intéresse et qu'on va souhaiter expliquer et donc prédire. Donc, ça peut être l'achat d'un produit, la souscription d'un contrat, ça peut être la résiliation, ça peut être un client qui se retrouve en défaut de paiement par rapport à un prêt, ça peut être une demande de prêt qui est frauduleuse ou un paiement carte bancaire qui est frauduleux. Et si on est dans le domaine médical, ça peut être le déclenchement d'une pathologie ou alors la rémission, le fait de guérir d'une pathologie qu'on a. Et à chaque fois, ce qui nous intéresse, c'est la modélisation de l'événement binaire. Achat ou pas achat, résiliation ou pas de résiliation. Et donc, le fait de réussir à exprimer le résultat via un modèle de machine learning sous la forme d'un score, ça veut dire que si on a un client qui a un score très élevé, c'est que sa propension à acheter, par exemple, un produit est beaucoup plus importante que si son score est faible. Et donc, le score nous permet de trier les clients, notamment en vue de cibler, de les cibler ou de les prioriser dans le cadre d'actions que l'on va mettre en œuvre. Donc, le score, c'est vraiment le scoring, c'est une approche qui est utilisée depuis longtemps et qui est toujours extrêmement utilisée aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. On peut l'utiliser à des fins de ciblage ou à des fins de classement pour établir une décision, un diagnostic. Est-ce qu'on prête à ce client-là? Est-ce qu'on lui accorde un prêt ou pas, etc. Et on peut utiliser aussi la note de score pour faire des tranches de score et avoir des décisions qui ne soient pas nécessairement binaires uniquement, mais qui peuvent être sur 3, 4, 5 niveaux. Historiquement, la technique statistique qui était la plus utilisée pour faire des scores était la régression logistique. Ça reste encore assez largement le cas, mais on va voir qu'il y a de nouvelles alternatives qui se présentent. La manière de construire un score, finalement, est assez similaire à tout projet de data science. Hein. On démarre par le cadrage du besoin, sa compréhension, et en fonction de cette compréhension-là, on va sélectionner des données qui, a priori, s'avèrent assez pertinentes par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. On a un gros travail de nettoyage, de fusion des données qui proviennent souvent de différentes sources, un gros travail aussi de calcul de nouveaux indicateurs et d'agrégation en vue de construire la table d'analyse qui va nous permettre, en étape 4, de construire des modèles de machine learning, des modèles de score, qu'on va ensuite évaluer et puis tenter d'améliorer. Et lorsqu'on obtient un modèle qui est satisfaisant et qui, a priori, répond aux objectifs initiaux, on le déploie dans le système d'information de sorte de pouvoir diffuser les scores au bon endroit, au bon moment. Et on les monitore pour éventuellement identifier des déviances de performance dans le temps. Alors,
Au niveau du scoring, il y a beaucoup de choses qui ont changé, de par évidemment l'accès libre à l'ensemble des outils open source qui s'avèrent de plus en plus performants. Il y a des choses qui se sont améliorées. Le fait de pouvoir accéder à des algorithmes tels que les forts aléatoires, le gradient boosting dans des logiciels libres, est quelque chose qu'on peut faire depuis quelques temps déjà, mais qui ouvre un champ des possibles nouveau pour le scoring. A contrario, ce que les logiciels commerciaux proposent, à savoir de gérer de manière pertinente et relativement simple certains types de variables, et notamment les variables catégorielles, dans les logiciels open source, c'est à vous de savoir ce qu'il faut faire et à quel moment. Donc, on a tout un tas de nouvelles approches de gestion des variables explicatives catégorielles. Ce ne sont pas toutes des approches nouvelles, mais il y en a un certain nombre qui valent le détour, d'autres qu'on est juste obligé de faire, sinon l'algorithme ne fonctionne pas. Autre nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement plus de données, d'informations susceptibles de rentrer dans nos modèles. On utilise potentiellement des centaines, voire des milliers de variables. Je vous parlais des nouveaux algorithmes qui ont pignon sur rue aujourd'hui et qu'on peut utiliser assez facilement, qui sont performants, mais qui sont assez difficiles à paramétrer. En réalité, il n'y a pas d'explication logique de savoir quelle valeur on va mettre pour tel ou tel paramètre. Et donc, souvent, ça requiert de nombreuses itérations manuelles du data scientist pour identifier la bonne combinaison de paramètres qui va améliorer les performances. Donc, il y a des stratégies qui sont proposées, des algorithmes qui vont permettre de tester soit toutes les combinaisons possibles, ce qui est très très long, soit de tester, de faire des recherches aléatoires ou des recherches basées sur de l'optimisation bayésienne pour identifier les meilleures combinaisons de paramètres. Bon, au final, ce qu'on constate, c'est que les data scientists perdent beaucoup de temps à essayer d'optimiser ces algorithmes un peu boîte noire, à défaut de s'intéresser vraiment au sujet métier qui est posé et peut-être aux nouveaux indicateurs pertinents qu'ils auraient pu construire à partir des données brutes. Voilà, et souvent, on constate aussi que les modèles qui sont construits sont difficiles à industrialiser. C'est pour les raisons pour lesquelles on a vu beaucoup de POC avoir du mal à passer le stade de l'industrialisation. Voilà, donc effectivement, en termes de constat sur ce qui existe, on constate que les algorithmes sont de plus en plus performants, mais quand on audite un certain nombre de scores qui sont réalisés et utilisés au quotidien, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux ciblages ou scores qui sont mal conçus ou biaisés. Et qu'en général, les performances terrain sont souvent très éloignées des promesses entrevues lors de la conception du modèle. On constate aussi des réticences du réseau à utiliser ces ciblages, puisque humainement, pour eux, il n'y a pas vraiment de gain évident. Peut-être aussi parce que les cibles qu'on leur demande d'exploiter sont trop grandes, ce qui fait que le rapport de lift est trop faible et ne leur permet pas de percevoir la valeur ajoutée des modèles, surtout en plus s'ils sont biaisés. Alors, je dis ça de temps en temps, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours très rigoureux dans la manière dont on évalue l'efficacité d'un modèle prédictif avant son industrialisation. Et heureusement que les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas fait cela lorsqu'ils ont testé l'efficacité de leurs médicaments. Quand on regarde de plus près, il y a beaucoup de modèles où en fait on passe un peu à côté du sujet. Les problématiques sont souvent mal posées. On va comparer, par exemple, des clients qui ont souscrit à une offre versus des clients qui n'ont pas souscrit, alors qu'en réalité, théoriquement, les populations ne sont pas comparables. Peut-être que les clients qui n'y ont pas souscrit n'étaient tout simplement pas au courant que le produit existait, etc. Souvent, on ne passe pas assez de temps à réfléchir à quelle variable ou quel facteur on va pouvoir prendre en compte pour expliquer le phénomène qui nous intéresse. Souvent, la manière dont on split les données en échantillons, apprentissage et test est faite de façon juste aléatoire et pas de manière raisonnée. Or, ça ne permet pas de garantir, quand on est en phase de labo, hein, de construction du modèle, on ne peut pas du coup garantir que sur le terrain, on aura des performances comparables. Donc, c'est problématique. Là, je vous donne un exemple, je vais juste prendre l'exemple de gauche. Typiquement, on essaie d'expliquer la souscription d'une assurance auto
dans le secteur de l'assurance. Et là, imaginez que vous avez un score qui a l'air exceptionnel, avec des performances de prédiction qui sont quasi parfaites, avec un modèle boîte noire. Donc, on ne comprend pas bien trop les variables qui rentrent dedans. Et si on demande juste un modèle simple pour essayer de comprendre quelles sont les principales règles qui permettent d'identifier les clients qui souscrivent à cette assurance d'auto, on s'aperçoit que la variable la plus discriminante, c'est le fait que les clients aient fait une demande de devis inférieure à 3 mois, qui remonte à moins de 3 mois. Donc forcément, si la variable la plus prédictive du fait que le client souscrive, c'est le fait de faire des devis, on n'est pas très avancé, surtout en plus si on ne sait pas si la demande de devis est à l'initiative du client. Donc dans ce cas-là, un modèle de ce type va s'avérer sans intérêt et produira des déconvenues à peu près évidentes. On ne peut pas annoncer à une direction commerciale, ben, faites des devis à tous les clients, vous vendrez plus. C'est évident, c'est une palissade, de même type que face à une palissade, l'assurance auto, on ne peut pas faire de devis si on ne connaît pas le véhicule, etc. Mais c'est équivalent de dire, rencontrez vos clients, vous avez plus de chances de leur vendre quelque chose. Et souvent, on s'aperçoit, en faisant des modèles simples, pour essayer de voir s'il n'y a pas de biais dans ce qu'on essaie d'expliquer, que, en réalité, il faudrait retirer de l'étude un certain nombre de clients qui sont soit à l'initiative de ces demandes de devis pour travailler sur les autres clients qui ont effectivement été démarchés par l'entreprise. Alors, j'aime bien cette image, je l'avais déjà présentée au Salon de la Data l'année dernière. Voilà, ce que dit Einstein, c'est que s'il avait un problème à résoudre et que sa vie en dépendait et qu'il avait simplement 1 heure pour le résoudre, il passerait 55 minutes à réfléchir à quelle est la bonne question à se poser et 5 minutes à résoudre le problème. Alors, bon, dans nos projets, ce n'est pas forcément la même chose, mais si on appliquait le raisonnement d'Einstein à la problématique du scoring, on pourrait scinder en deux la démarche de construction d'un score. En fait, en réalité, les 3 premières étapes de la construction d'un projet de data science, mais notamment d'un score, reposent principalement sur l'intelligence humaine. Et si au départ, sur ces 3 étapes-là, on part dans la mauvaise direction, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va réussir à rattraper le biais qu'on a mis dans la réflexion et dans la définition et le cadrage de notre besoin au début. Et donc, ce que la machine n'a pas, ce que l'intelligence artificielle n'a pas aujourd'hui, je ne sais pas si elle l'aura demain, c'est la capacité à réfléchir et à faire preuve de discernement. Typiquement, le fait de se dire on exclut de la population d'analyse les clients récents ou les clients qui ont fait une demande de devis à leur initiative en vue de prédire la souscription à tel produit. Ça, la machine ne sera jamais capable d'avoir le bon sens de dire attention, il faut quand même exclure certains cas particuliers, etc. La machine ne sait pas écouter un expert métier et, à travers ce que dit l'expert métier, identifier ou trouver des idées de nouvelles variables à construire à partir des données brutes. Lorsque vous échangez avec un expert pour essayer de construire un modèle qui produise un diagnostic, achète pas un produit, par exemple, financier assez spécifique, ou alors de savoir si un patient va déclencher telle pathologie ou pas. L'expert vous explique ce qu'il regarde, sur la base de quels critères, quels éléments, quelles comparaisons il va produire son diagnostic. Tous ces éléments-là doivent nous servir à nous à réussir à les reconstituer à partir des données brutes dans la mesure du possible. Il est souvent intéressant d'ailleurs de demander à un expert si vous pouviez avoir toutes les informations dont vous aviez besoin, quelles seraient celles que vous utiliseriez, même si vous ne les avez pas aujourd'hui. Et en fonction de ce qu'il nous répond, on va réfléchir à comment les reconstituer à partir des données brutes, si c'est possible, bien entendu. Donc, toute la phase de réflexion, de recherche de biais potentiels dans la méthodologie, dans la sélection des clients éligibles à l'étude, dans le calcul de nouveaux indicateurs à valeur ajoutée, si c'est bien fait, c'est 90% de succès quasi garanti. Parce que si vous faites mal ces aspects-là, derrière, ce n'est pas les algorithmes boîte noire, aussi performants soient-ils, qui vous permettront de rattraper ce biais.
Et donc, en réalité, cette décomposition 92% versus 8%, elle n'est pas complètement aberrante dès lors qu'on est correctement outillé. D'autant que toute la phase qui, bon, malheureusement, intéresse beaucoup les jeunes data scientists, enfin, ce n'est pas malheureux d'ailleurs, c'est tout à fait normal, en fait, c'est la phase la plus automatisable et qu'on a même le plus intérêt à automatiser si on veut réduire les risques d'erreur. Et derrière, on va appeler l'intelligence du data scientist pour qu'il puisse faire une analyse critique des résultats obtenus, identifier éventuellement des biais, des indicateurs ou des variables à retirer du modèle. Voilà, donc du coup, j'en arrive à l'introduction de Scoring IA avant de vous faire la démo. Donc Scoring IA, c'est un logiciel qu'on a développé chez Micropole en langage Python et qui vise justement à entièrement automatiser la partie qui démarre à partir de la phase 4 du slide précédent. Ce qui nous permet du coup de passer du temps et davantage de temps sur la réflexion sur le sujet qu'on veut mettre en œuvre. Donc, c'est un outil qui vise à produire et industrialiser tout type de score extrêmement rapidement et qui se destine aux data scientists ainsi qu'aux statisticiens ou actuaires. Et l'idée, c'est de tirer profit du meilleur des trois mondes entre l'intelligence humaine, qui reste complètement à part, qui est quand même une valeur ajoutée énorme par rapport à l'intelligence artificielle, et puis aussi la performance qu'on peut espérer, qu'on peut atteindre aujourd'hui grâce à l'IA, la data science, et également l'apport de la statistique et du data mining dans tout ce qui va nous permettre, nous, d'interpréter. En fait, un modèle se construit en 3 temps. La première partie, vous cadrez le sujet et vous devez construire la table de modélisation directement dans votre SI avec les outils de votre choix. Ça peut être Python, SAS, R, ce que vous voulez. Et c'est là d'ailleurs que vous allez injecter dans les données un certain nombre d'indicateurs pertinents que l'intelligence artificielle n'aurait pu reconstituer elle-même. Et donc la table d'analyse, la table de modélisation, vous la mettez au format SAS ou format TXT ou Pickle, etc. Et à partir de là, on rentre dans Scoring IA pour d'une part construire le score et dans un dernier temps l'industrialiser. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire la démo tout de suite parce que là, j'ai dû prendre déjà 20 minutes, donc théoriquement, il m'en reste 25, mais un peu moins si j'ai bien compris. Voilà, rapidement, je vais évidemment pas détailler, mais concrètement, il y a un certain nombre d'étapes dans Scoring IA, le paramétrage, puis ensuite, il y a un certain nombre d'opérations de data management qui sont effectuées, des opérations de feature engineering qui visent à transformer les variables d'origine pour les rendre plus prédictives, plus pertinentes. La phase 4, où on va construire des modèles, comparer leurs performances, éditer tous les résultats dont le data scientist pourrait avoir besoin au format Excel. Et la phase 5, on industrialise. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de lancer Scoring IA dès maintenant. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous voyez encore. Voilà. Donc, j'ai un petit raccourci ici. Et voilà, ça plante. Ce qui montre que c'est un vrai produit. Et ouais, voilà. Donc, c'est formidable ça. Je l'ai testé 4 fois ce matin et ça marchait très bien. Bon, c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bon. Donc voilà, donc vous arrivez sur l'interface de Scoring IA et là, vous devez vous identifier. Donc, moi, j'ai mon login, mon mot de passe et je me connecte. Donc, on doit construire un score. La première chose à faire, c'est de lui indiquer dans quel répertoire on va stocker nos résultats. Donc là, je vais aller dans... j'ai créé un répertoire prévu à cet effet. Voilà, je lui indique que je veux stocker les résultats là-dedans. Alors, pour le démo, là, je vous ai dit, on peut importer un fichier CSV ou un fichier SAS. Je ne sais pas si dans la salle, certains d'entre vous utilisent SAS. Bon, je vais importer un fichier SAS, par exemple. Mais bien entendu, on peut importer n'importe quel fichier. Donc là, j'ai des jeux de données qui se trouvent ici. Un fichier qui s'appelle adulte. Et donc, ce fichier-là,
en fait, on va demander un aperçu des données. C'est un fichier qui contient à peu près 50 000 individus en ligne, enfin, ce sont des Américains, et on a 15 variables en colonne. Et l'objectif du score ici est de prédire, d'expliquer, de prédire si une personne gagne plus de 50 000 $ par an ou pas. Et pour ce faire, on dispose d'informations telles que son âge, sa CSP, son niveau d'éducation. Vous voyez qu'il y a deux colonnes, une colonne avec le libellé, une colonne avec un rang. En fait, c'est une variable ordinale. Hein. Si j'ai 1, bah, c'est le plus petit niveau. Et si j'ai la valeur la plus élevée, c'est le plus grand niveau d'éducation possible. On a le statut marital, le type de métier, la relation au sein du statut marital. On a les origines ethniques, c'est un fichier américain, le genre, homme-femme. On sait quels ont été les gains ou les pertes de capital réalisés sur la dernière année, le nombre d'heures travaillées par semaine en moyenne et le pays de naissance. Voilà, donc bon, c'est un exemple simple, mais l'idée, ce n'est pas de passer trop de temps à regarder les traitements tournés. Voilà, donc là, les deux choses essentielles à paramétrer, en fait, sont la définition de la variable à expliquer, qui se trouve à être ici income, et de la catégorie cible, qui vaut 1, si le client gagne plus de 50 000 $, et 0 sinon. On peut spécifier des variables à exclure. Typiquement, je vais lui demander de ne pas prendre cette variable, qui est une variable de pondération un peu abstraite, et également les origines ethniques, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Voilà. Et il y a un certain nombre de paramètres pour permettre à Scoring IA de regarder quel est le potentiel des variables explicatives si on les considère comme étant catégorielles ou numériques. Typiquement, le département, c'est une variable numérique, mais qui est catégorielle. On ne peut pas calculer une moyenne sur le département, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est Scoring IA qui, avec un certain nombre de paramètres modifiables, va lui-même identifier le rôle le plus pertinent à affecter à chaque variable. Vous avez des critères d'exclusion aussi qui permettent d'exclure les variables de type chaîne de caractères qui contiendraient trop de catégories distinctes. Là, il faut qu'elles en aient plus de 10 000, donc on a de la marge, mais on peut augmenter ce seuil-là. Et on peut aussi exclure les variables qui sont des quasi-constantes ou qui ont trop de données manquantes. Là, dans le menu, en haut à gauche, vous voyez qu'on a tout un tas de rubriques. Évidemment, par défaut, on partitionne l'échantillon en apprentissage et test pour mettre 30% dans l'échantillon. On peut redresser, le cas échéant, son échantillon si on est sur une variable à expliquer qui est très déséquilibrée. Là, je ne vais pas le faire. Après, vous pouvez modifier la valeur qui est ici. Sur la gestion des données manquantes, par défaut, la méthode d'imputation est de remplacer par la constante lorsque la proportion de valeurs manquantes est importante. On peut utiliser une méthode qui va être un peu plus fine, qui va remplacer par la moyenne ou la médiane pour les continus, et puis par une catégorie à part. Vous avez la possibilité de gérer les modalités rares qui génèrent souvent du surapprentissage dans les modèles. Voilà, concrètement, si on a la variable département dans le jeu de données et que certains départements concernent moins de 100 personnes, eh ben, on va les regrouper dans un sac. Voilà, on peut faire de l'écrêtage, on peut faire de la sélection de variables explicatives. Là, dans notre jeu de données, on n'a que 15 variables, mais si on a 1000 variables, ça va être très utile dès le début d'identifier les variables redondantes pour réduire la dimension du fichier à utiliser. On discrétise toutes les variables continues par arbre de décision, puisque ça peut se révéler très pertinent dans certains modèles. On peut, si on le souhaite, créer des interactions de variables. Là, je ne vais pas le faire pour cette démo. Et vous avez tout un tas de fonctionnalités de transformation des variables catégorielles qui sont assez optimisées. Alors, pas les deux dernières qui sont extrêmement simples, mais concrètement, on peut simplifier les variables catégorielles par regroupement de modalités qui se ressemblent ou faire ce qu'on appelle du target encoding qui revient à transformer une variable catégorielle en une variable numérique en une étape et qui a un excellent pouvoir prédictif. Et puis, une fois que tout ça est fait, on peut se retrouver parfois avec des milliers de variables candidates et on propose une phase de présélection de ces variables avec un algorithme de machine learning. Voilà, donc j'ai été assez rapide sur la phase de préparation de données, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses possibles. Et sur la phase dite de machine learning, là, on active ou désactive certains modèles. Donc, on a
différentes régressions logistiques qui sont disponibles avec des options ici. Et là, différents modèles à base d'arbres. Donc là, pour la démo, je vais juste faire tourner un arbre de décision et LightGBM, qui est basé sur du gradient boosting et qui est un algorithme qui fonctionne très bien. Plutôt que de passer en revue les algorithmes et de modifier les paramètres, vous voyez qu'il y en a beaucoup, on va demander à Scoring IA de déterminer lui-même les meilleurs paramètres. Et donc là, je clique sur exécuter, sur run, et si je vais dans la petite fenêtre ici de log, vous voyez en temps réel la log s'afficher, les différentes étapes. Donc ça, il a fini toute la partie préparation des données et il est dans la phase de calcul des modèles de machine learning. Voilà. Donc ça va se terminer assez rapidement. Je peux revenir rapidement à mon slide de présentation. On ira voir les résultats obtenus tout à l'heure. Voilà, donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'ensemble des résultats sont édités au format Excel, ce qui est extrêmement utile pour l'utilisateur, puisqu'il va pouvoir déjà d'une part les conserver. On n'est pas sur une interface graphique où si on la ferme, on n'a plus le résultat. Là, tout est sauvegardé dans Excel. Je regarde juste si il a bientôt fini. Oui, il va avoir fini dans quelques secondes. Alors, peut-être le temps qu'il finisse. Ça y est. Donc là, il va nous éditer les résultats dans Excel. En attendant qu'il ait fini, je vais vous montrer des résultats qu'on a obtenus, que j'ai obtenus tout à l'heure. Donc, vous voyez que par défaut, dans le score que j'ai fait tourner à 9h26, je récupère tout un tas de classeurs Excel, et notamment des résultats ici sur le pré-processing. Donc, vous avez, quand vous ouvrez le classeur Excel en question, vous avez différents onglets accessibles par un simple clic. Et déjà, on vous présente le profil de la variable à expliquer dans le jeu de données initial. Donc, on avait 23,93% des Américains qui gagnaient plus de 50 000 $. Et puis, quand on a splitté en apprentissage et test, on conserve exactement la même distribution. Vous avez ensuite un bilan des variables explicatives candidates. Les variables sont en ligne. On vous rappelle le type de variable et le type de stockage initial, le nombre de valeurs distinctes, le nombre de valeurs manquantes, le mode, c'est-à-dire la valeur la plus fréquente, la fréquence de ce mode, ce qui peut nous permettre d'identifier éventuellement des variables quasi constantes. Pour les données numériques, vous avez tous les indicateurs, moyenne, écart type, etc. On vous dit s'il y a des valeurs extrêmes à gauche ou à droite. Pour les variables catégorielles, on vous indique s'il y a des catégories rares. Et puis, on évalue dès le début le lien potentiel entre la variable et la variable à expliquer sur l'échantillon d'apprentissage, ce qui nous permet très vite de savoir que telle ou telle variable va se révéler sans intérêt. On vous affiche ici les groupes de variables qui sont liés entre elles. Et typiquement, on vous dit que entre education, qui est la variable avec les libellés, et educational num, qui est la même variable mais avec des numéros, c'est pareil. Et du coup, on ne conserve que celle-ci. C'est arbitraire. L'humain aurait peut-être préféré choisir la variable avec des libellés, mais c'est comme ça. Ensuite, on vous affiche tous les tri à plat de toutes les variables, et s'il y a une variable à laquelle vous vous intéressez particulièrement, je ne sais pas si c'est par exemple le statut marital, vous la sélectionnez et vous filtrez automatiquement, et vous voyez en plus pour chaque catégorie le taux de cible dans la catégorie sur l'échantillon d'apprentissage. Vous avez un bilan de toutes les étapes de transformation, les seuils de mise en classe pour les variables quanti, etc., etc. Donc, c'est assez fourni, ça vous permet vraiment de comprendre ce qui a été fait. Alors, on va peut-être... Donc, il a fini, on va retourner sur l'interface. Profite, Tanguy, que tu changes d'écran pour encourager tous les participants au live à poser des questions sur l'application Imagina, parce qu'on va passer aux questions dans quelques minutes. Ouais. Donc, vous pouvez les envoyer par écrit sur l'application Imagina. Vous avez un lien en dessous du live.
Et comme ça, on pourra les poser à Tanguy dans quelques instants. Ok, alors je termine rapidement la présentation de la comparaison des performances des modèles, où là vous avez évidemment les matrices qui vont bien, les graphiques qui permettent de voir sur les courbes ROC, effectivement c'est bien le modèle IGBM qui est meilleur, tout un tas de graphiques ici. Et lorsque vous voulez zoomer sur un modèle qui vous intéresse en particulier, on va prendre par exemple le modèle IGBM, et en cliquant sur ce lien, vous ouvrez automatiquement l'interface. Et là, vous avez les éléments sur les variables importantes qui rentrent dans le modèle. Vous avez la matrice de confusion qui vous est proposée dans ce format-là, où vous pouvez changer le seuil pour optimiser tel ou tel critère. Si j'augmente le seuil à 0,7, ben, je vais améliorer la précision, je vais diminuer la taille de ma cible, etc. Et vous avez toutes les matrices qui sont indispensables et les graphiques qui vont bien derrière pour vous permettre d'évaluer, de choisir votre seuil de score. Je vais assez vite, je suis désolé. Et donc, via l'interface, vous avez accès à tout ça. Vous avez également des éléments descriptifs qui vous permettent de comprendre quels sont les facteurs qui maximisent les chances d'avoir un revenu supérieur ou égal à 50 000 $. Alors, on a vu ça, le modèle a été créé. Ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant comment l'industrialiser de deux manières. Je vais simplement ouvrir une interface juste Python avec Spider et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va simplement industrialiser ce modèle. Donc là, le modèle, je l'ai lancé à 10h38. Je sauve juste cet élément-là et là, un script qui est disponible pour vous permettre d'industrialiser sous Python le modèle que vous venez de construire. J'ai juste à remplacer dans le chemin du répertoire de projet la bonne valeur. Je mets bien maintenant 10h38. J'exécute tout ça. J'ai rien à changer. Hein. J'avais déjà indiqué que le variable à scorer, c'est plus la même base que celle qui a servi à construire le score. C'en est une autre qui s'appelle adulte 2. Et j'exécute. Et là, vous voyez qu'au final, tout s'est bien passé. Et dans Python, j'ai un data frame qui contient l'ensemble des prédictions pour tous mes clients. Voilà, attendez, je vais le fermer et le rouvrir. Et on peut aussi exécuter ça dans SAS, puisqu'on a automatiquement généré les programmes SAS qui permettraient pour les clients qui auraient SAS et qui souhaiteraient l'industrialiser sous SAS, ce qui est le cas d'un certain nombre de nos clients qui utilisent Scoring IA. Vous ouvrez le programme ici. Je vais juste avoir besoin de lui modifier le chemin de la librairie qui contient les données dont j'ai besoin. Voilà. J'exécute, je modifie ça, le nom du fichier est bon. J'exécute ce programme. Donc, et là, sur 50 000 lignes, ça va me prendre 3 secondes à être exécuté. Et j'obtiens dans SAS les mêmes prédictions que celles dans Python. C'est-à-dire que là, en réalité, on vous a tout traduit en langage SAS. Après, si ça ne vous intéresse pas parce que vous n'avez pas ça, ce n'est pas utile, mais sinon, tout est traduit, vous avez un programme. Ce qui fait que là, vous avez vu, on a construit un score et on est capable de l'industrialiser en 5 minutes. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer effectivement aux questions. Je vous laisse quelques éléments techniques. Alors, du coup, je vous écoute. Je vais repasser peut-être sur Zoom. Est-ce que, Serge, tu vois des questions ou... Serge, comment je fais pour voir les questions là? Alors, justement, j'étais en train de regarder, c'est moi qui les vois. Mais pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, je continue à vous... Si, c'était un problème d'affichage. Donc, alors, j'ai une première question de Guillaume de Bénazé qui nous dit c'est un outil qui a été développé en interne chez Micropole. Enfin, c'est une question, parce que c'est bien un outil développé en interne chez Micropole. Oui, est-ce que c'est sur la base de besoins clients ou pas? Et donc, en synthèse, la question, c'est quel est le positionnement de Micropole entre éditeur de solutions et société de services?
Alors, bon, bah, c'est assez clair, hein. Si on regarde par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait avec la solution Scoring IA, la question ne se pose pas. C'est une solution qu'on vient de lancer. Après, de tout temps, il y a beaucoup d'éditeurs, enfin beaucoup, pardon, de sociétés de services qui ont développé leurs propres outils et qui les ont proposés à leurs clients lorsqu'ils estimaient que les solutions existantes ne permettaient pas de dégager des performances ou des gains de temps suffisants par rapport à ce qui leur semblait possible de faire. Donc, la genèse de Scoring IA, c'est que nous, on a considéré qu'à un moment donné, sur les projets qu'on réalisait, on pouvait créer nos propres outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite que les outils qu'on nous proposait d'utiliser, effectivement, et du coup de passer plus de temps à réfléchir, à penser métier, à peut-être même élargir le champ des possibles de ce que l'on pouvait faire, puisqu'on passait beaucoup moins de temps à construire un modèle et à l'industrialiser. Donc voilà, après Micropole, ça reste une ESN, mais qui potentiellement peut être amené à développer des solutions logicielles. Il y en a déjà eu dans le passé qui ont été développées par Micropole. Merci Tanguy. Et donc une deuxième question de Stéphanie Blin. Combien de temps avez-vous mis pour développer cet outil? Oh, c'est compliqué parce qu'on n'a pas fait mais on a commencé en 2016 en fait. Et donc et on a livré une première version à un client fin 2018. Donc, ça prend pas mal de temps en réalité parce que je ne sais pas si vous avez pu le constater à travers la démo, mais il faut faire une interface. Il y a tous les algorithmes qu'on doit nous redévelopper pour produire les sorties que l'on souhaite. Vous avez toutes les sorties Excel. Donc, ouais, ça nous a pris 3 ans, pas à temps plein, mais ça nous a pris 3 ans. C'est un long processus d'amélioration continue. C'est ça, effectivement, et on continue au fil de l'eau à le faire. Bien. Donc, merci beaucoup Tanguy. On arrive au terme de cet atelier démo. OK. On a, voilà, désolé pour le petit incident technique, donc c'est pourquoi ça qu'on a décalé de quelques minutes la fin de Ouais, pas de l'atelier. souci. Merci à tous de nous avoir rejoints. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en 3 mots pour répondre à la question de Mathilde Karakachov qui vient d'arriver, qui a raté la partie industrialisation. Qu'est-ce que ça veut dire industrialisation du score? Ça veut dire tout simplement permettre de scorer des clients au fil de l'eau, mettre à jour ses scores à une fréquence régulière. Ça s'appelle du batch scoring, ou ça peut être fait aussi à travers l'appel d'une API. Donc, l'industrialisation d'un score. Vous avez un modèle prédictif qui vous permet de dire quelle est la probabilité que tel client achète tel produit. Quand le client évolue dans son comportement ou dans le temps, qui va sur votre site internet, qui regarde telle ou telle information, ça peut être des éléments qui sont utilisés pour calculer les scores, et du coup, il est nécessaire de les mettre à jour à fréquence régulière. Et donc, l'industrialisation du score, c'est tout simplement mettre de l'huile dans les rouages pour que ces éléments d'information qui évoluent au fil de l'eau soient intégrés pour la mise à jour de ces scores-là. Ok, Je ne sais parfait. pas si j'ai été clair. Et on peut, avec Scoring IA, le faire en mode batch où tous les jours, ou toutes les semaines ou tous les mois, on recalcule les scores sur vos clients. Ou alors, on peut le faire de manière interactive en exposant le modèle sous forme d'API. Si le client est en face d'un conseiller bancaire et qui lui annonce tel ou tel élément qui lui arrive, eh bien, les scores peuvent être rafraîchis en temps réel automatiquement. Ok, merci Tanguy. Donc encore une fois, merci pour cette conférence. Cette conférence Merci. est enregistrée, donc vous allez la retrouver à la même adresse, un replay d'ici 15-20 minutes. Donc merci encore Tanguy. Merci à Micropole qui est un des sponsors Gold du Salon de la Data. Prochain atelier démo d'ici 10 minutes, ce sera Digdash pour du dashboarding. Et sinon, vous avez toute la journée des conférences dans la salle Micropole du Salon de la Data. Merci à tous, à très bientôt et je te laisse le mot de la fin, Tanguy. Merci à vous. Et puis,
Voilà, donc on ne fait pas que des logiciels, on peut aussi vous accompagner dans la résolution de vos différentes problématiques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser par mail à telenouvelle@micropole.com. Je ne peux pas vous proposer de nous rejoindre sur le stand pour boire un pot ou quoi que ce soit, puisque là c'est un peu compliqué, mais ce sera avec plaisir. Une Mais prochaine fois. effectivement, tu fais bien de le préciser. Le salon de la data, c'est aussi des stands. Donc, vous pouvez visiter le stand de Micropole sur Ah oui, bon. l'application Imagina et vous pouvez prendre rendez-vous avec des représentants de Micropole pour des entretiens virtuels, encore une fois, sur l'application du salon de la data. Bah, avec À plaisir en très tout cas. bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci Serge, au revoir. À bientôt.